Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va prendre un peu le contre-pied des célébrations habituelles. Oui, Plutôt que de parler des grandes réussites de la science, on va s'intéresser à ces zones d'ombre, à ces mystères les plus tenaces. vos questions qui restent sans réponse. Exactement. Et notre guide pour ça, c'est l'excellent livre de David Louap, Insoluble mais vrai. On va explorer ensemble ces énigmes qui en fait ont l'air toutes simples, presque enfantines, mais qui continuent de résister aux chercheurs. Oui, et c'est ça qui est passionnant. Ces questions, c'est le véritable carburant de la science. Un fait établi, c'est une fin de voyage. Une question ouverte, c'est le début d'une aventure. C'est une belle image. C'est ce qui pousse à aller plus loin. La science, au fond, c'est moins un catalogue de réponses qu'un art de poser les bonnes questions. Parfait. Alors commençons par la plus intime de ces questions, celle qui nous concerne toutes et tous, chaque nuit. Pourquoi dormons-nous? Ah, la grande question. C'est colossal quand on y pense. On passe un tiers de notre vie, plus de 25 ans en moyenne, à dormir, dans un état de vulnérabilité totale. On peut ni se nourrir, ni se défendre. Rien. D'un point de vue purement évolutif, ça a l'air d'être une aberration. Si ce n'était pas absolument vital, la sélection naturelle s'en serait débarrassée. Alors, elle est où, cette fonction si cruciale? On pense tout de suite à la fatigue, bien sûr. Mais la fatigue, ce n'est qu'un symptôme, un signal. Ce n'est pas la raison profonde. D'accord. Pour la trouver, les scientifiques ont utilisé une méthode assez directe, la privation de sommeil. Ah oui. Alors, il y a bien eu quelques cas humains un peu médiatisés, comme ce Randy Gardner qui serait resté éveillé 11 jours. Mais bon, scientifiquement, c'est assez anecdotique. On s'est donc tourné vers les animaux, avec des protocoles, il faut le dire, assez cruels. Je pense à l'expérience d'Alan Rechtschaffen sur des rats, avec ce fameux dispositif du disque au-dessus de l'eau. Le nom seul fait un peu froid dans le dos. Et l'expérience l'est. Imaginez un rat sur une petite plateforme, juste au-dessus de l'eau. On surveille son cerveau, et dès qu'il commence à s'endormir, le disque se met à tourner. Et il est obligé de marcher pour ne pas tomber. Exactement. C'est un réveil forcé, permanent. Et les résultats sont brutaux. Au bout de 2 semaines environ, les rats meurent, systématiquement. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est le manque de sommeil qui les tue? Le stress doit être absolument monstrueux. Rien que le stress, ça pourrait les tuer, non? C'est exactement la question qui divise tout le monde et qui rend l'interprétation si difficile. Est-ce le manque de sommeil ou l'épuisement lié au stress permanent? Le mystère s'épaissit quand on sait que la même expérience sur des pigeons ou des souris ne les a pas tués. C'est fou. Le sommeil n'est donc pas une mécanique si universelle. Pas du tout. Et d'ailleurs, le règne animal nous le prouve avec des exceptions qui défient toute logique. Je pense au martinet à ventre blanc, cet oiseau capable de voler plus de 200 jours d'affilée, sans jamais se poser. Oui. Ou encore plus dingue, et les dauphins. Apparemment, la mère et son petit ne dorment quasiment pas pendant les 6 premières semaines après la naissance. Comment c'est possible? Non, et c'est ça qui est stupéfiant, c'est qu'il ne semble accumuler aucune dette de sommeil. Il ne s'effondre pas de fatigue après. C'est un vrai casse-tête. Ça remet tout en question. Il y a même une étude sur des bécassos mâles. Ceux qui dorment le moins pendant la saison des amours sont ceux qui s'accouplent le plus. Normalement, l'évolution aurait dû éliminer les gros dormeurs. Le fait que le sommeil persiste montre qu'il doit avoir un avantage fondamental. Alors, quelles sont les hypothèses, Sam? J'imagine que la première idée, c'est l'économie d'énergie. On recharge les batteries, quoi. C'est l'hypothèse la plus intuitive, oui. Mais elle ne tient pas vraiment la route. Ah! Certes, notre métabolisme ralentit. Mais un état de repos calme, éveillé, serait presque aussi efficace. Et infiniment moins dangereux. Moins risqué, oui. Et puis, il y a cette corrélation étrange, hein. Plus un animal est gros, moins il dort. L'éléphant, c'est 2 heures par nuit. Certaines chauves-souris, 20 heures. Le métabolisme joue un rôle, mais ce n'est pas toute l'explication. D'accord. Donc on ne dort pas juste pour économiser du carburant. Quelle est la piste la plus sérieuse alors? L'hypothèse qui a le plus de poids, c'est celle de la réparation, le nettoyage du cerveau. Le grand ménage nocturne. C'est un peu ça. En fonctionnant, notre cerveau produit des déchets, des radicaux libres qui abîment nos cellules. C'est le fameux stress oxydatif. Le sommeil, ce serait le moment où le cerveau passe en mode maintenance pour réparer tout ça. Mais attendez, si le sommeil est ce grand réparateur, comment on explique le cas du bébé dauphin? Son cerveau est en pleine construction, il devrait avoir un besoin énorme de maintenance. D'objection. C'est un paradoxe. Ça ne colle pas. Ça montre que la réponse n'est sûrement pas unique. C'est possible que pour le dauphin, l'impératif de survie soit si fort qu'il a développé d'autres mécanismes. Ou alors, ça prouve que le sommeil a d'autres fonctions. Et c'est là qu'intervient le rêve. Le sommeil paradoxal, oui. Cette phase où notre corps est paralysé, mais notre cerveau est en ébullition.
Exactement. Et ce qui est curieux, c'est son importance chez les tout-petits. Un nouveau-né humain passe jusqu'à 9 heures par jour à rêver. 9 heures? Le neurobiologiste Michel Jouvet avait une hypothèse magnifique. Le rêve serait un simulateur de la réalité. Un simulateur. Oui, pour permettre au cerveau de s'entraîner, de tester des connexions, d'accélérer sa maturation. Ça expliquerait pourquoi les espèces qui naissent très vulnérables, comme l'ornithorynque, rêvent énormément. Et celles qui naissent quasi autonomes, comme le dauphin, ne rêvent presque pas. Ah, c'est logique vu comme ça. Et bien sûr, le rêve aide aussi à consolider la mémoire de la journée. Donc si on essaye de rassembler les pièces, le sommeil, ce n'est pas une seule fonction, mais un cocktail de fonctions vitales pour l'organisme. Économie, nettoyage, apprentissage, mémoire. C'est pour ça qu'il est si indispensable. Et si mystérieux, C'est exactement ça. c'est fou. On pourrait penser que pour avoir des réponses claires, il faut se tourner vers les mathématiques, un monde de pure logique. Et pourtant, même là, les formes les plus simples cachent des mystères profonds. Absolument. On quitte la biologie pour un monde a priori bien plus carré, mais où l'on trouve des problèmes qui tiennent en échec les mathématiciens depuis des décennies. Et ça part de situations très simples. Prenez le problème du canapé. Le problème du canapé. Ah, ça me parle personnellement. Je crois que mon dernier déménagement a mis à l'épreuve quelques amitiés justement à cause d'un virage dans un couloir. Eh bien, le mathématicien Léo Moser en a fait un vrai problème formel. Quelle est la plus grande surface rigide et plane qu'on peut faire passer dans un couloir d'un mètre de large avec un virage angle droit? Alors, instinctivement, je dirais un carré d'un mètre sur un mètre. Ça fait un mètre carré, ça passe. Ça passe, oui. Mais on peut sûrement faire mieux. Un demi-disque, peut-être? Bien vu. Un demi-disque de rayon 1 mètre, ça fait environ 1,57 mètres carrés et ça passe. C'est déjà bien mieux. Mais on est encore loin du record. Dans les années 60, John Hammersley a conçu une forme bien plus bizarre, un peu comme un vieux téléphone. Sa surface est de 2,207 mètres carrés. Ah oui, quand même. Et en 1992, Joseph Gerbert a encore un peu amélioré cette forme pour atteindre le record actuel, 2,279 mètres carrés. C'est incroyable. Donc on a une forme championne. Mais le truc de fou, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit la forme optimale. C'est ça? C'est exactement ça. On conjecture que la forme de Gerbert est la plus grande possible, mais personne n'a jamais réussi à le démontrer. Il pourrait en exister une encore un peu plus grande. Le problème du déménageur reste non résolu. Restons dans l'aménagement de la maison. Après le canapé, le carrelage. Paver une surface, c'est facile avec des carrés ou des hexagones. Mais avec des pentagones, ça se complique. Oui, un pentagone régulier, ça ne marche pas, ça laisse des trous. Mais la question c'est, est-ce que ça marche avec des pentagones irréguliers? Et là, l'histoire est assez folle, je crois. C'est un véritable conte de fées mathématique. En 1918, Karl Reinhardt trouve 5 familles de pentagones qui peuvent paver un plan. Il est tellement sûr de lui qu'il dit « il n'y en a pas d'autres ». Et pendant 50 ans, tout le monde le croit. Dossier clos. 50 ans. Jusqu'à ce que quelqu'un regarde à nouveau. Oui, entre 1968 et 1975, des mathématiciens découvrent, à la surprise générale, 4 nouvelles familles. On passe de 5 à 9. Mais le meilleur est à venir. Et c'est là qu'intervient une personne qui n'est pas du tout une mathématicienne, c'est ça. C'est un des plus beaux exemples de science citoyenne. En 1975, une Américaine, Marjorie Rice, femme au foyer sans formation mathématique, lit un article sur le sujet dans Scientifique américain. Et ça la passionne. Elle est fascinée. Elle se met à chercher, toute seule, dans ses carnets, et contre toute attente, elle découvre non pas une, mais 4 nouvelles familles de pavages pentagonaux. C'est elle qui fait passer la liste de 9 à 13. C'est une histoire incroyable. Ça donne de l'espoir. Et où en est-on aujourd'hui? On en a trouvé 2 autres depuis. Une 14e en 1985 et une 15e tout récemment, en 2015, grâce à un ordinateur. On en est donc à 15. Mais on ne sait toujours pas si la liste est complète. Exactement. Un simple problème de carrelage est devenu une des grandes énigmes de la géométrie. C'est dingue de voir comment ces motifs, ces schémas peuvent être si insaisissables. Cette recherche de liens de parenté entre des formes, ça me fait penser à un domaine complètement différent. L'étude du langage. La transition est parfaite. En linguistique, on a aussi nos grandes familles. On sait que la plupart des langues en Europe, du portugais au russe, appartiennent à la famille indo-européenne. Elles ont toutes un ancêtre commun. Voilà. Mais au milieu de cette carte, il y a une anomalie, un orphelin, la langue basque. L'isola linguistique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Qu'est-ce qui la rend si différente? Ça signifie que l'Euskara, comme on l'appelle, n'a aucune parente connue sur toute la planète.
ni vivante, ni morte. Toutes les tentatives pour la rattacher à d'autres langues ont échoué. Et ce n'est pas juste le vocabulaire. Non, c'est sa structure profonde. C'est une langue dite ergative. Sa grammaire est très particulière. Et le verbe change non seulement selon le sujet, mais aussi selon le complément d'objet. C'est d'une complexité fascinante. Cette isolation linguistique, ça soulève tout de suite une question sur le peuple qui la parle. Est-ce que ça veut dire que les Basques sont une sorte de peuple fossile, les descendants directs des chasseurs-cueilleurs préhistoriques? C'était une hypothèse très séduisante. Mais la génétique a permis de dessiner un scénario plus nuancé. Ah. Un premier indice, c'était les groupes sanguins. Une fréquence très élevée du groupe O chez les Basques. Un trait de population isolée. Mais la révolution est venue en 2015 avec l'ADN de squelettes de fermiers vieux de 400 ans. Et qu'est-ce que cet ADN a révélé? Qu'ils étaient génétiquement les plus proches parents des Basques d'aujourd'hui. D'accord. Le scénario qui se dessine, c'est que les ancêtres des Basques ne sont pas des chasseurs-cueilleurs purs. Ils sont issus d'un mélange entre les premiers agriculteurs arrivés dans la région et les chasseurs-cueilleurs qui étaient déjà là. C'est ce groupe qui, ensuite, s'est isolé. Donc ils se sont formés, puis ils sont restés à l'écart des migrations suivantes. Exactement. Protégés par les Pyrénées, ils ont connu très peu de brassage avec les peuples qui ont apporté les langues indo-européennes. Ils ont pu préserver leur langue, qui est donc le dernier témoin de ce que l'on parlait en Europe de l'Ouest avant la grande vague indo-européenne. C'est une véritable fenêtre sur notre préhistoire. Du sommeil à la géométrie des canapés, en passant par l'origine d'une langue, on voit bien que derrière les questions les plus simples se cachent les mystères les plus profonds. Absolument. Et pour conclure, j'aimerais proposer une dernière énigme qui nous vient de la physique des particules. Allons-y. Les physiciens, dans leurs accélérateurs, créent des atomes de plus en plus lourds, complétant le tableau périodique. On a synthétisé l'élément 118, l'oganescent. La question, c'est est-ce que ce jeu a une fin? Peut-on ajouter des protons indéfiniment? Intuitivement, on pourrait penser que oui, qu'il suffit d'avoir des machines plus puissantes. Mais la physique nous dit que non. Le grand physicien Richard Feynman avait soulevé un paradoxe. D'après un calcul simple, si un atome avait plus de 137 protons, ses électrons les plus proches devraient tourner plus vite que la lumière. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible selon Einstein. Attendez, ça veut dire qu'il y aurait une limite physique? Une fin programmée au tableau périodique? C'est exactement l'idée. Bon, les calculs plus poussés placent cette limite un peu plus haut, vers l'élément 172, mais le principe reste le même. Il y aurait un mur, une impossibilité fondamentale, et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Le grand jeu de construction de l'univers, le Lego cosmique, a-t-il un nombre fini de pièces? Parviendra-t-on un jour à dresser la liste complète de tous les atomes possibles, ou est-ce qu'on touche ici à une frontière ultime de la matière? Voilà une énigme qui risque de rester ouverte pour un bon moment.